Bonjour, ici Rémi Leroux. Et Alexandre Ricard, bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 kilomètres. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la poudre protéinée NAC Ultra Recovery. C'est un produit qui est conçu pour améliorer la récupération des athlètes d'endurance, qui vous aide à développer vos muscles, à réduire les douleurs musculaires et bien sûr à faciliter la réhydratation. Avec 24 grammes de protéines complètes et 4 grammes d'acides aminés branchés, ce qu'on appelle des BCAA, ça vous aide à vous reconstruire, à faire le plein d'énergie et bien sûr à vous réhydrater après un gros entraînement tough. Question d'être top shape le lendemain matin. Ça vient en deux saveurs, chocolat avec protéines de grillon et vanille avec protéines végétales. Ça se boit en shake, bien sûr, mais moi, personnellement, quand je veux me gâter, je mets une scoop de poudre vanille dans mon mélange à crêpes. C'est pas piqué des verres. Rajoute à ta crêpe le beurre d'arachide NAC, une petite coulée de sirop d'érable. Pour vrai, là, t'es parti pour la gloire. T'as le goût de l'essayer? Va sur le nac.com, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et bang, 15% de rabais sur ta commande. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 153e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, grand retour des épisodes format vraiment régulier. J'avais annoncé la semaine passée que je revenais avec un format régulier. C'était un en route avec Marianne. Là, c'est vraiment un vrai format d'épisode classique. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas fait ça. Puis je me gâte, je fais ça avec deux invités plutôt qu'un. Rémi Leroux, Alexandre Ricard, bienvenue à Pas sorti du bois. Yes, ben merci de nous avoir invités. Quand j'ai vu ce que vous avez accompli, vous êtes deux coureurs que je suis depuis plusieurs années parce que quand on aime le sport, on aime voir nos Québécois accomplir des grandes choses. Puis vous êtes deux athlètes vraiment inspirants à suivre. Mais quand j'ai vu ce que vous avez accompli au Sunapi Scramble, j'ai fait OK, il faut trouver une façon de jaser avec ces deux gars-là. Je pense que ça va être bien intéressant de plonger dans je ne sais pas si c'est la face cachée du trail ou au contraire, en Europe, c'est le contraire, c'est ce qui est populaire, mais les formats plus courts, les formats Sky Race, les formats plus course en montagne, qu'on dit, je pense, en Europe, vous êtes deux adeptes de ça, puis je pense qu'on va avoir bien du plaisir à explorer ça, puis à le faire découvrir peut-être à des gens qui sont moins au courant de ces formats de course-là, puis des grosses compétitions qu'il y a un peu partout dans le monde. Euh, la tradition à pas sortir du bois, c'est qu'on présente notre drink. On est lundi soir. Je sais qu'on peut-être que vous êtes sage. Je sais pas qu'est-ce que vous buvez de votre côté, Rémi. Écoute, moi, je suis vraiment plate, là. Je suis avec une tisane. Ah, c'est parfait. Ouais. Il n'y a pas de discrimination. Le monde boive ce qu'ils veulent. Si ça te relaxe, c'est parfait. Moi, j'ai un petit shot de sortilège. Très Je me suis fort. rocké tranquillement. Hey, j'aime ça. Je pense que c'est une première en 153 épisodes. Une shot de sortilège, j'adore. Moi, de mon côté, je suis allé avec le classique, la bière. C'est Noctem qui est le partenaire du podcast. Puis aujourd'hui, j'ai une Skog 4, une Kveik IPA. La canette est super belle. Je peux le monter à l'écran, les boys. Fait que cheers à vous trois. Merci d'être là. Oh, cheers. Cheers. Donc, pour ceux qui écoutent, on confirme qu'Alexandre n'a pas pris sa shot au complet d'une shot. Il est sage. Alexandre, t'es au BC, t'es dans l'Ouest. Est-ce que le sortilège, c'est une façon de rester proche de tes racines québécoises? En quelque sorte, là, on est chanceux dans le côté de ma blonde, ils ont des cabanes à sucre. Fait que, on a notre sirop d'érable au BC, puis on est bien fiers de ça. Puis ouais, on essaie de garder nos racines, là, même en étant au BC, surtout pour le sirop d'érable. Là. Moi, quand que je pars courir, je mettais un peu de sirop d'érable dans mes flasques, puis des gels. Fait que ouais. C'est très cool. J'ai le goût, les gars, qu'on plonge un peu dans vos parcours parce que je ne sais pas si les gens vous connaissent, mais je pense que ce serait intéressant de comprendre d'où ça vient, cette passion-là de la course en santé, mais même avant ça, le sport dans votre vie. Alexandre, amorçons avec toi. Depuis quand tu cours? Comment la trail est entrée dans ton histoire? Raconte-nous ça. En fait, moi, mon background, c'est vraiment la track puis de la route. J'ai commencé à très jeune, autour de 12 ans. Fait que, tu sais, ça fait vraiment longtemps que je suis dans le sport. Puis, quand j'ai gradué de l'université, euh, j'ai fait un marathon. Je me cherchais un peu dans qu'est-ce que je voulais m'enligner. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire un peu plus de trail, mais sans vraiment vouloir faire du long. Puis à ce moment-là, j'avais fait le 10 km à la clinique du coureur.
qui était comme un format qui m'intéressait parce que là, je restais un peu dans les mêmes distances que ce que je faisais quand je faisais de la route et de la track. Puis par la suite, quand je suis déménagé au BC, quelques années après, ben c'est sûr qu'à Squamish, si tu veux continuer à faire de la route puis de la track, ben tu passes à côté de quelque chose. Fait que fallait que j'ai comme continué dans la lancée de la trail. Puis j'aimais le format court. J'ai toujours aimé vraiment pousser la machine vraiment sur des efforts un peu plus courts que tu sens que ça pique dans les premières minutes. Fait que c'est pour ça que je suis resté dans cette discipline-là. Peut-être qu'un jour, je vais monter les distances, mais pour le moment, je m'épanouis en pleinement sur les distances plus courtes. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait que les gens, quand ils s'y mettent à la course de trail, la course en sentier, il y a comme, je veux pas dire une fascination, je pense qu'il y a quand même une fascination sur les longues distances parce que c'est un peu, tant que tu n'y as pas touché, ça semble un peu magique cette affaire-là de voyons, ça n'a pas de sens courir pendant 15 heures, 20 heures, 25 heures, mais je pense que on essaie de sensibiliser aussi en parlant aux gens qui commencent le sport, aux gens qui se développent là-dedans, que c'est pas une fin en soi d'augmenter les distances, puis qu'il y en a des athlètes qui ont du plaisir, puis qui s'accomplissent, puis qui se dépassent dans ces formats-là, qui sont, je mets des gigantesques guillemets courts, parce que des fois, des sky races, ça monte jusqu'à la distance marathon de montagne. On est loin de du court, mais quand on compare avec du 100 000, oui. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui se mettent au sport, qui sont fascinés par les très, très longues distances. Les 100 000, les 200 000, ça finit pas. Moi, qui fais des longues distances, ce qui me fascine beaucoup plus, c'est ce format-là, Sky Race, que vous faites, ce que vous êtes devenus des spécialistes avec le temps, des formats, comme tu dis, Alexandre, très, très courts, où ça doit piquer très rapidement, puis on est à fond la caisse, là. On n'est pas dans la gestion de l'énergie sur plusieurs jours, on est sur la gestion de l'énergie sur quelques minutes, à peine quelques heures. Moi, c'est ça qui me fascine le plus dans votre sport, dans notre sport. Fait que c'est intéressant de t'entendre te plaire Ouais. dans ces distances-là, puis pas nécessairement viser de ah, faut absolument. C'est pas un passage. Le 30 kilos n'est pas un passage vers plus nécessairement. Non, exact. Puis, tu sais, ben, je pense que Rémi, c'est un peu la même chose. Tu sais, on fait du court, mais on fait du très court, où ce que là, tu sais, on vise vraiment des courses que c'est vraiment des courses verticales, qui est une course de 30 à 45 minutes. Donc, tu sais, autant que la course est pas longue, on peut penser que la gestion est pas tant importante. La gestion est très importante parce que tu t'es redline tout le long, puis si tu dépasses une petite affaire pendant 1 ou 2 minutes, ça peut faire en sorte que tu vas complètement exploser. Puis vu que la course est courte, ben le niveau est vraiment dense, fait que ça paraît. À partir du moment que tu ramasses un petit peu, tu perds des positions assez rapidement. Fait que la gestion de l'effort est quand même très importante là, sur un effort comme ça. Ouais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis de flirter avec la limite, parce que c'est vrai que sur du très long, dans des efforts plus où on tombe en endurance, on joue pas avec ça. Il y a d'autres affaires qui peuvent prendre sacrer le camp, puis ça va mal, mais on joue pas avec cette limite-là de flirter avec être complètement dans le rouge. Vous, je suppose que c'est d'apprendre à être bien dans ce niveau-là où ça goûte le sang, puis où les quads te piquent. Puis il faut que tu sois tout le temps à la limite de je suis à mon plein potentiel, mais pas le millimètre de plus qui fait que ça part en vrille, là. Rémi, de ton côté, ton parcours sportif qui t'a mené à la course en sentier? Ben, très, très différent de celui d'Alex, là. En fait, j'aimerais ça avoir le background d'Alex, d'avoir fait du cross-country et de la piste dans le passé, parce que je pense que ça m'aiderait beaucoup dans les courtes distances aujourd'hui. Mais non, en fait, moi, parcours assez atypique, là. J'ai commencé, quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de sport, mais j'ai fait principalement du tennis jusqu'à 20 ans. Puis c'est seulement après ça, une fois que j'ai arrêté le tennis, que j'ai découvert la course à pied vraiment par moi-même. Tu sais, j'ai jamais eu de coach, j'ai jamais fait partie d'un club vraiment de course à pied. C'est vraiment juste par moi-même, en faisant des recherches sur YouTube, là, en commençant, que j'ai découvert comment m'entraîner. Fait que, tu sais, t'en as glissé un mot un peu tantôt. J'ai fait un peu l'erreur. On va appeler ça une erreur que je pense que beaucoup de monde font quand ils commencent la course à pied. C'est que quand j'ai fait mes premiers 5 kilomètres, mes premiers 10 kilomètres, mon premier réflexe, à place de me dire, ah ben mon prochain défi, ça devrait être de faire la même distance, mais avec un chrono plus rapide. Moi, je me disais toujours, bon, mais mon prochain défi, c'est de faire ensuite un demi-marathon, un marathon, 50 kilomètres, 80 kilomètres. Fait que là, à un moment donné, ça finissait plus. Puis pendant plusieurs années, c'est pas mal ça que j'ai fait parce que je pense que la majorité des courses entre elles, surtout au Québec, c'est dans ce genre de range-là, là, 50 et 80 km. Là. Je me suis jamais aventuré dans les très, très longs, là, genre des 100 km et plus. Mais c'est ça, principalement entre 50 et 80 km. Puis j'ai eu
plaisir, mais j'ai jamais vraiment ressenti euh, que j'ai jamais senti genre que j'ai vraiment eu une performance là, ou une course que j'étais comme OK, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir atteint mon plein potentiel dans cette course-là. Mais là, c'est seulement dans les dernières années, je dirais depuis 1 an et demi là, que j'ai découvert ces courtes courses. On va appeler ça des courtes courses, là, même si, comme Alex et toi vous disiez, c'est quand même des épreuves d'endurance, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est depuis ce temps-là que j'ai découvert ces courses-là. Puis en tout cas, on pourra en parler, là, mais moi, je triple là, vraiment. Là. J'ai l'impression que ma passion pour la course à pied, est complètement. J'ai redécouvert une passion complètement, puis j'adore vraiment ça. Puis j'ai jamais été aussi autant motivé à m'entraîner pour des compétitions que en ce moment. Là. Puis non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Puis là, ben, c'est ça, on pourra parler plus de nos plans en détail à venir bientôt. Là, mais tu sais, moi et Alex, on s'en va en Europe là, pour une bonne partie de l'été là, pour justement faire beaucoup de ces courses-là classiques là-bas. Exact. Ben, je pense que là-bas, c'est un format qui est extrêmement populaire. Si aux États-Unis, là, où le sport s'est développé depuis longtemps, les premiers ultras, l'histoire, c'est des 100 000, c'est la Western, c'est tout ça. En Europe, c'est le contraire. Les courses mythiques, oui, il y en a des longues, mais quand on parle de Sierzinal, de Zegama, du Ouais. marathon du Mont-Blanc, c'est ça les courses où il y a de l'histoire, où c'est là depuis longtemps. Puis c'est des formats, encore là, 30, 40 kilomètres, même des fois plus courts. Le kilomètre vertical, extrêmement populaire aussi là-bas. Ici, ben, il y a plein de raisons pour qu'on n'en a pas au Québec. Premièrement, on n'a pas de 1000 mètres qui se prennent d'une shot. Mais Il y en a quelques-uns, je pense. Il y en a déjà eu par le passé aussi. ça n'a pas besoin d'être nécessairement un kilomètre vertical. Tu sais, OK. pour un kilomètre vertical, là, c'est 1000 mètres, mais tu as beaucoup de courses comme on a fait à Sonopi que tu montes, mais c'est pas nécessairement 1000 mètres. Puis justement, s'il y en a qui nous écoutent, là, ben, tu sais, c'est beaucoup de monde qui vient du Québec, mais il y a quand même dans la région du New England, là, en New Hampshire puis au Vermont, il y a quand même plusieurs courses légendaires de style vertical. Fait que, tu sais, s'il y en a qui veulent en essayer, là, moi, j'ai fait l'année passée Loon Mountain Race, que ça s'appelle. Fait que c'est un 9,5 km, 950 mètres de D+. Tu commences en bas, tu finis en haut. Quelques descentes dans le parcours, mais c'est vraiment un format qui est le fun à faire. Puis tu as d'autres courses classiques là, comme ça. C'est le Mont Washington Road Race. Mhm. Je sais que Jean-François Cochon va faire cette année. Ouais. Ça va être cool à suivre. C'est quand même une course qui est difficile à rentrer, là, mais tu sais, c'est une autre course classique verticale qui existe, qui est quand même pas très proche du Québec. Là. Je pense que c'est seulement 1 heure et demie, peut-être 2 heures de la frontière. Fait que c'est quand Mm. même en tout cas, s'il y a du monde du Québec qui veut l'essayer, il y a quand même beaucoup d'options là, au New Hampshire puis au Vermont de courses de ce style-là qui existent. Ouais, puis même dans nos courses classiques au Québec, il y a ces distances-là. Il n'y a pas le côté peut-être kilomètre vertical ou très, très, très Ouais, pentu. Mais tu sais, je pense qu'on peut arrêter de s'excuser de dire courte distance aujourd'hui parce qu'on va passer l'épisode à le faire. Faire des 20, des 30 kilos, c'est pas de la ouais. courte distance, c'est des longs formats. Puis j'imagine quelqu'un qui écoute, qui commence à s'entraîner pour un premier 5 km trail, ça se peut qu'il nous trouve un peu débile de dire courte pour du 30, mais on va s'excuser une fois, c'est fait. Maintenant, on peut parler de l'ultra versus la courte distance, mais ces formats-là, il y en a plein de belles. Puis tu sais, quand on voit des QMT 25, Arikana Ouais. 28, Bromont Même 25, QT 10. ouais, c'est des QT super 10, moi, je parcours, hein. l'avais fait avant de partir, puis c'était vraiment un beau parcours. Là. On montait jusqu'en haut du Mont-Saint-Anne, puis on descendait, je pense, sentier des Pionniers jusqu'en bas. C'était vraiment un beau parcours. Ouais, puis tu sais, on parle souvent, on entend de plus en plus parler avec le trail qui se développe de à quel moment ça va aller aux Olympiques. Puis tu sais, on a entendu plein de monde se positionner sur le sujet de dire mais là, tu sais, c'est quoi le format qu'on fait? Puis tu sais, les Olympiques, il faut que ça soit un spectacle. Tu sais, ils disent que l'une des seules raisons pourquoi le marathon reste aux Olympiques, c'est pour l'aspect historique du truc, mais c'est probablement le sport le moins télévisuel aux yeux des diffuseurs. Là, je parle pas aux yeux de nous autres qui tripent sur le sport. Puis on parle jamais de ouais, mais imaginez un kilomètre vertical ou imaginez un format court comme ça donnera un méchant bon show. Je pense que dès qu'on parle de trail aux Olympiques, le monde imagine un 100 000 avec une caméra qui suit Kylian pendant 20 heures. Il y a d'autres choses, tu sais, imaginez un format comme ça. Vous, Je suis totalement d'accord. Là. Ben, en fait, il y a deux styles principaux. Là, si on va dire, si on regarde par exemple au championnat du monde, tu as le style vertical, puis ensuite tu as le style up and down, que c'est tu montes la montagne, puis après tu la redescends. Je trouve que le up and down, là, moi je regardais justement hier, c'était les championnats de France de up and down. Et puis c'était tellement hot à regarder, là, parce que ben, premièrement, tu sais, c'est en montagne, tu as des super beaux paysages, mais là, en plus, tu sais, tu vois du monde qui se met complètement à bloc en montée, puis là, ensuite, en descente, c'est vraiment impressionnant. Puis ce qui est intéressant aussi avec ces courses-là, c'est que contrairement à des ultras, tu as comme toujours des dépassements. Tu as beaucoup de stratégies, tu as des gars qui sont forts en montée, fait qu'ils vont commencer en avance en montée, mais là, ils vont se faire rattraper dans la descente. Fait que ça, je pense que d'un point de vue spectateur, pour suivre la course, c'est quand même vraiment intéressant. Fait que en tout cas, ben c'est ça, je me rappelle qu'on s'en était parlé, moi et Alex, au championnat du monde, mais c'est définitivement un format
on voit pas pourquoi ça fonctionnerait pas aux Olympiques, là, c'est clair. Ouais. Encore plus avec le nouveau, tu sais, en Thaïlande, on faisait seulement une montée, une descente. Mais là, au prochain championnat du monde, ça va être 2 loops. Donc, il va y OK. avoir une montée, une descente, une montée, une descente. Fait que là, il y a encore plus de moments pour qu'il y ait des dépassements, des stratégies. Le spectacle va être incroyable. Si on pourra passer dans Innsbruck à chaque lap. Non, d'après moi, l'ambiance va être incroyable la journée de Ah, cette course-là. ça va être le fun à suivre. Puis, tu sais, je sais pas pour vous, mais tu sais, quand la Golden Trail Series est arrivée un petit peu avant la pandémie, Salomon a mis toute la gomme pour qu'on puisse suivre ces courses-là. Tu sais, aujourd'hui, il y a plein de 100 000 qui ont des live coverage, mais on s'entend, c'est des dudes puis des filles qui jasent pendant 24 heures, puis on voit un petit peu des ravitaux. Mais la Golden Trail Series, les recaps de courses qu'on peut trouver sur YouTube. Toi, Rémi, qui est aussi un vidéaste de trail, ça doit être un méchant trip pour toi de regarder ça, de voir la technique derrière ça, mais allez voir ça, ceux qui écoutent, la Golden Trail Series, on a vraiment des suivis de courses complètement fous parce que c'est des formats où tu as moins besoin de personnel pour réussir à couvrir efficacement chaque point de vue, mais c'est complètement fou les dépassements. Puis même en fin de semaine, c'était Zegama. Puis je veux dire, là, c'était dans la grosse pluie, puis c'était le fun à suivre parce que le format court permet de mieux documenter le truc en direct, là. Non, exactement. Ouais, moi, je l'ai suivi, ben, je l'ai pas suivi en live, là, parce que c'était pendant la nuit, là, mais effectivement, c'était vraiment le fun à regarder. Puis, tu sais, comme je disais un peu tantôt, tu sais, c'était le fun de voir, par exemple, ben, là, t'as Rémi Bonnet qui est en avance au début, mais là, après, il s'est fait rattraper par lui qui a gagné, là, Manuel Marias, là. Mm. Tu sais, il y a plein de dépassements comme ça. Puis, non, effectivement, Golden Trail Series, là, c'est un peu les pionniers, je pense, de eux qui ont commencé à introduire tout le live stream derrière le sport, là. Puis là, je sais pas si vous avez vu ça, mais là, c'est rendu qu'ils sont avec Eurosport, là. Fait que je pense que leur production, je suis pas sûr exactement, là, mais je pense que leur coverage, dans le fond, ça va être aussi répandu vraiment à la télévision, simplement OK. en Europe. Fait que ça, c'est quand même un gros pas dans la bonne direction, là. Fait que ça, non, effectivement, c'est très intéressant. Vraiment très hâte. J'ai l'impression qu'on pitch partout, la discussion s'en va. J'ai le goût de la ramener juste parce que je m'imagine l'auditeur, qu'on pitch plein de noms, plein de trucs. Avant qu'on parle de la Thaïlande, qui sera peut-être une passe à POC vers l'Autriche où on pourra parler, j'aimerais ça qu'on définisse un peu ces formats courts, les formats de compétition officielle. Alexandre, veux-tu nous parler un peu des différentes épreuves qu'il peut y avoir dans un championnat comme en Thaïlande, là? Tu sais, on parlait de la ascent, descent, on parle du kilomètre vertical, ces formats-là. Ouais, en fait, ben, la course qu'on a participé les deux là, en Thaïlande, on a fait le vertical qui était, normalement, c'est un format où on va aller chercher 1 000 mètres de dénivelé positif. Puis là, en fonction ben, du terrain, ben, ça peut être 3 kilomètres, comme ça peut être 7, 8 kilomètres. En Autriche, je pense que ça va être autour de 7 kilomètres. On va aller chercher 1 000 mètres. Puis il y a le format up and down, où ce que là, une montée un peu plus courte, avec le même style de montée vraiment abrupte, là, où ce que, tu sais, on monte le plus vite possible, puis on redescend aussi le plus vite possible. Puis dans le passé, je pense que ça a tout le temps été une montée, une descente. Puis là, cette année, ça va être un petit peu différent. On va y aller sur 2 laps, où ce que là, ils vont répartir un peu le dénivelé overall. Fait qu'on va monter un petit peu moins haut sur le premier tour, puis on va faire 2 tours. Fait que ça va être intéressant de voir comment le corps va répondre, là, parce que la préparation va être un petit peu différente, là, de s'assurer d'avoir des bonnes jambes pour la deuxième montée. À Sonapi, justement, on a pu l'expérimenter un peu, là, parce que c'était ce format-là qu'on a fait. Puis ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu pousses la descente, t'arrives en bas, puis t'as des quads en spaghetti, puis que là, faut que tu repartes la machine, puis que tu recrains ça pour une deuxième montée, c'est quand même différent, là. Ouais. Une gestion de l'effort qui est différente nécessairement parce que tu peux pas t'exploser puis t'effondrer à la ligne d'arrivée. C'est qu'en bas de la descente, faut que tu repartes. C'est un méchant challenge, hein. Ouais, c'est ça. Puis c'est que tu sais, j'ai jamais fait de long, là, mais tu sais, sur du court comme ça, la descente, ça y va à fond, là. Je me souviens en Thaïlande, là, c'était complètement fou, là. Les gars, c'était des kamikazes, là. Ça, ça plantait d'un bord puis de l'autre, puis c'est comme les gars prennent tous les risques, là. Tu sais, c'est une descente qui va prendre 15 minutes, tu sais, fait que t'es pas là pour prendre ce relax, là. Fait que, tu sais, dans un format où il va y avoir 2 laps, d'après moi, ça va être un peu la même chose, là. Les gars vont vraiment
pousser la descente à fond. Puis après ça, ben, c'est d'être en mesure de quand même de bien faire une deuxième montée là, qui va être challengeant, je pense. Là. Ouais. Je me questionne sur votre développement dans le sport, dans le sens où euh, je pense sur du format plus long. Il y a des gens qui, à leur premier, deuxième essai, vont tout de suite très, très bien performer et remporter des courses parce que c'est un effort qui est sur le long, puis ça peut pardonner. Tu sais, j'ai l'impression que on a entendu souvent des histoires de très mauvaises courses qui ont quand même donné des victoires à des gens qui racontent que c'était pas une bonne journée, mais ça pardonne, il y a tout ça. Tu le disais tantôt, Alex, c'est un format qui pardonne pas. Vous, vous êtes développé là-dedans. Euh, L'expertise, elle se gagne à coup d'essais d'erreurs, mais des fois, les essais-erreurs, c'est destructeur sur des courses comme ça parce que comme tu dis, tu manques une affaire, tu t'exploses une fois, puis tu es fini pour ta course. Comment vous vous êtes développé dans le sport? Rémi, tu peux commencer. Ben, c'est sûr, moi, j'ai pas encore beaucoup d'expérience là, à ces courses-là. Je pense que j'en ai seulement fait 5, là. Mais ben, je sais que moi et Alex, on a quand même une approche assez similaire à ça. C'est qu'on est quand même assez scientifique quand on fait Mhm. nos courses. Tu sais, tous les deux, on utilise un capteur de fréquence cardiaque. Tu sais, on connaît un peu son où. Ben là, je ne veux pas rentrer dans trop scientifique, là, mais tu sais, on connaît un peu Ben son où. non, tu peux rentrer, ça intéresse. Je suis sur les gens, puis au pire, si on les perd, ils reviendront dans 10 minutes. Ben, en fait, c'est ça. Je sais que tous les deux, tu sais, on a passé des tests lactate, dans le fond, là, fait qu'on sait à quel moment est-ce que là, notre corps, tu sais, on commence on va dire, produire plus de lactate, là, puis quand tu dépasses cette zone-là, dans le fond, c'est là que ça commence à être vraiment dangereux, là, tu es vraiment dans le rouge. Fait que quand on fait notre course avec notre capteur de fréquence cardiaque, ça nous arrive quand même assez fréquemment de regarder notre montre, de s'assurer. Comme par exemple, moi, je sais mon seuil anaérobie, là, mon seuil de lactate, dans le fond, il est comme à 175 battements par minute. Puis je sais que si je monte à 177, 178, il faut que je baisse après. Là. Parce que si je reste trop longtemps dans ces zones-là, ben là, je risque de complètement exploser. Fait que quand je fais la course, je pense à ça. Puis justement, surtout en début de course, ça m'arrivait quand même de temps en temps là, de regarder ma montre, juste m'assurer que je suis pas trop élevé. Puis fait que ça m'a quand même aidé dans le sens qu'à date, ça m'est jamais arrivé de complètement exploser dans une course. Je pense que c'est quand même principalement dû à ça, parce que c'est quand même facile là, de définitivement là, partir trop rapidement là, si tu fais pas attention. Euh, Je t'arrête, Rémi, juste pour on puisse l'expliquer. Lactate, pourquoi quand on tombe dans ce niveau-là, ça veut dire qu'on explose? Tu sais, je comprends le seuil où on arrive à un point où dépasser ça. Tu sais, scientifiquement, on est capable de savoir c'est quoi notre limite, mais rentrons un peu plus dans la science de la chose. Mais en fait, c'est que quand on court à une très faible intensité, notre corps produit très peu de lactate. Puis le plus qu'on augmente l'intensité, ben, il y a comme deux seuils. Il y a un premier seuil où que là, c'est à une certaine intensité, on va dire 4 minutes du kilomètre. Ben, c'est pas, en tout cas, on va dire que c'est 4 minutes du kilomètre, là, c'est Chaque pas une personne est vitesse, différente. ouais, c'est ça, c'est pas nécessaire. En tout cas, donc on va dire 4 minutes du kilomètre. Fait qu'à ce premier seuil-là, là, ton taux de lactate commence à augmenter graduellement. Puis là, ça, c'est pas si grave que ça. Mais là, il y a vraiment un deuxième point, au deuxième seuil, on va dire 3,20 du kilomètre, où que là, tu commences à produire vraiment plus de lactate de manière vraiment plus expansionnelle. Puis si tu as vraiment beaucoup de lactate dans ton sang, ben, tu peux pas soutenir cet effort-là très longtemps. Fait que si tu es capable de juste rester en dessous de ce deuxième seuil-là, en théorie, c'est un effort que tu peux garder quand même assez longtemps, là. Je pense que la règle générale, c'est que c'est un effort que tu peux garder environ 1 heure de temps, là. Ça varie un peu selon la littérature, là. Mais fait que c'est ça. Fait que de savoir un peu ce seuil-là, ça correspond à quoi pour toi? Ben, nous, on va plus en battement par minute, là, au lieu de vitesse, là, vu que c'est des courses verticales. Mais fait que de savoir justement où ce seuil-là, c'est quand même très intéressant pour nous, pour être capable de gérer nos efforts pendant la course. En temps réel, pendant ta course, tu es capable de savoir à quel moment tu flirtes, puis à quel moment, si tu continues à ce point-là, mettons, toi, tu es à 178, après quelques minutes, faut que tu redescendes un peu parce que tu Ouais. sais que le mur s'en vient. Exact, mais l'inverse est aussi vrai aussi. Tu sais, même en entraînement, par exemple, des fois, tu as une journée que tu as l'impression, t'as l'impression que tu pas de jambes, tu as l'impression, juste mentalement, on dirait que ça va pas super bien. Mais là, tu regardes ta fréquence cardiaque, puis mettons, tu es à 160, mais tu es comme, ben non, c'est juste dans ma tête, là. Tu sais, genre, mon corps est capable de pousser plus. Fait que là, à cause de ça, tu te forces à pousser plus, puis tu es capable de monter, tu sais, à 175. Fait que, tu sais, le contraire peut être dit aussi, mais, tu sais, je pense que ça revient un peu au fait que quand moi, je fais ces courses-là, j'essaie vraiment de mettre tout l'émotionnel, tout le mental vraiment de côté, puis d'y aller simplement le plus scientifique possible, de juste me dire comment est-ce que je peux me rendre à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à faire dans un ultra-marathon,
sais, je pense que c'est très facile de mettre les émotions de côté pendant, mettons, 30-45 minutes. Mais je pense que pendant 4-5 heures de temps, pour un ultramarathon, c'est, mettons, au même plus, là, pour ceux qui font des 100 miles, tout ça, je pense que c'est très, très difficile. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé difficile dans un ultra, c'est de pas, euh, de justement être capable de mettre de côté tout l'aspect émotionnel, l'aspect mental. Ça m'est tellement arrivé souvent en ultra. Par exemple, je fais un 50 km, puis après, je sais pas moi, 20 km. Après 20 km, c'est déjà quand même dur, mais juste de mentalement, dans ta tête, de savoir, oh my God, il me reste encore plus que la moitié à faire, puis que c'est déjà dur maintenant. Je pense il y a beaucoup de courses que j'ai moins bien performé à cause de cet aspect mental slash émotionnel. Puis ça, c'est quand même quelque chose que j'aime bien des plus courtes distances parce que tu peux juste mettre ça complètement de côté puis d'y aller purement scientifiquement pendant la course. Mais je pense que c'est personnel à chacun parce que moi, je t'écoutais parler de ton seuil 175, puis moi, je me dis, OK, moi, c'est le contraire. Je suis vraiment plus capable d'avoir mentalement de passer par-dessus quelque chose parce qu'on est à un beat. Je veux dire, on sera un 100 000, on trottine. Là, maintenant, on va arrêter de se mentir. On avance tranquillement, on fait nos petites affaires, on est à un pace qui est soutenable très longtemps. Puis mentalement, là, tu as le temps de te mettre en place les outils pour faire OK, je suis en train de passer du mauvais côté de la force, fait qu'il faut que je me ramène, puis je pense à des Ouais, choses positives, je joue à des jeux, puis je m'imagine, moi, faire mes sorties d'intervalle 2 fois par semaine quand je suis probablement dans ce niveau-là de seuil, que je suis à côté dans la zone 5, 6, 7. Je sais que ça n'existe pas, mais je suis dans le piton, puis je me dis, il me reste 8 secondes avant la fin de mon intervalle, puis j'ai de la misère à me rendre au bout parce que je me dis, je suis pas capable de soutenir ça. J'imagine vous autres partir, puis de se dire, scientifiquement, je fais juste appliquer la recette que je pense qui est bonne, puis je suis capable de supprimer la douleur ou en tout cas de la tolérer pendant longtemps, ces douleurs-là intenses. Moi, vous m'impressionnez énormément. Toi, Alexandre, Rémi disait que vous avez une approche similaire. Toi aussi, tu es dans cette approche-là de regarder un peu tes battements par minute pour adapter ton effort. Ouais, exactement, parce que si t'es en trail, le pace va vraiment rien dire. Fait que c'est le seul métrique qu'on peut vraiment se fier. Puis sinon, tu sais, comme Rémi, je me fie vraiment à ces seuils-là. Puis, mettons, pour pousser ça à un autre niveau, tu sais, vu que c'est une course qui est assez courte, tu sais, ta prise de décision, il faut qu'elle se fasse rapidement. Puis des fois, tu as comme 2-3 secondes pour décider si tu embarques dans un move ou si tu n'embarques pas. Puis si tu embarques dans un move, puis là, ça accélère, ben, combien de temps que tu peux te permettre d'aller au-dessus de ton seuil, tu sais? Fait qu'il y a ça aussi qui est intéressant de travailler à l'entraînement, puis tu sais, de jongler avec ça, tu sais, d'aller dans des moments où ce que tu vas vraiment avoir une grosse accumulation de lactate, puis d'être en mesure de redescendre à ton seuil, puis être capable d'évacuer ça. Tu sais, il y a des coureurs que s'ils vont au-dessus, leur course est finie. Mais quand tu es capable de bouncer au-dessus, à revenir, ben, tu sais, ça fait en sorte que tu as comme plus d'outils dans ton coffre à outils pour pouvoir y aller au niveau stratégique, puis te battre avec les meilleurs coureurs. Fait que, mais ouais, c'est sûr que tu sais, la prise de décision, tu sais, moi, dans mon background de track puis de cross-country, où est-ce que tu sais, je faisais des distances quand même assez courtes, quand il y a un move qui se passe, ben faut que tu prennes ta décision sur le moment, puis c'est un peu l'instinct d'avoir fait plusieurs courses comme ça qui va te dire si c'est un bon call ou si c'est un mauvais call. Ok. C'est des réflexes qui s'aiguisent, je suppose, à force de faire des courses, puis à force de. Quand tu parles de move et tout, c'est ça, c'est quasiment comme de la Formule 1 rendu là. C'est que tu saisis des opportunités, puis t'es t'es en zone 5 à côté, puis tu es encore en train de prendre des décisions pour voir comment je peux effectuer un dépassement. C'est impressionnant que tout ça se passe en même temps. Je comprends le trip que vous avez dans ces distances-là quand on voit de l'intérieur comment ça peut se passer. Toutes les variables j'ai l'impression que dans votre tête, c'est des séries de chiffres qui passent, puis il y a des mathématiques là-dedans. C'est impressionnant à découvrir. Mais moi, c'est ça ce que je triple le plus de ces distances-là, c'est que vraiment chaque seconde pendant la course, tu es engagé à 100%. En fait, tu sais, je pense que, tu sais, moi, la raison pourquoi je participe à des compétitions, c'est justement pour ça, c'est l'aspect compétition. Tu sais, c'est de compétitionner contre d'autres coureurs. Puis, tu sais, c'est ça qui me permet de me pousser au maximum. Puis dans une course verticale, en tout cas de toutes les courses que moi j'ai faites, c'est des courses qui sont généralement assez compétitives. Fait que ça fait que toute la course, tu as toujours des gars qui sont à côté de toi. Tu es en train de dépasser des gars. Il y en a qui te dépassent en même temps. Fait que tu es vraiment, chaque seconde compte. Chaque seconde, tu es vraiment engagé à 100%. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment ça que j'aime vraiment de cette distance-là. Puis aussi, j'ai l'impression que ça te permet vraiment de complètement te donner à 100%. Là. Tu sais, ça m'est jamais arrivé de
finir une ligne d'arrivée puis être genre, ah man, il me reste encore de quoi dans le tank, là. Tu sais, c'est toujours, je suis complètement détruit. Puis ça, je pense que c'est un sentiment qui est vraiment satisfaisant là, de ces courses-là. Un des défis aussi que je vois dans ces événements-là, qu'on est moins habitué peut-être dans d'autres, même dans nos événements ici au Québec, c'est que c'est souvent du multijour. Tu sais, vous l'avez vécu à Sunapee Scramble. Souvent, ces événements-là vont avoir un kilomètre vertical le vendredi, puis le Sky Race le dimanche. Puis on va voir les mêmes athlètes participer 2 jours, 3 jours de temps à différentes épreuves. Fait que comment on fait pour tout donner pendant la course, mais ça reste qu'on donne tout, donc une récupération. Donc, je veux dire, on est raqué après 1 kilomètre vertical quand on a tout donné, puis le lendemain, le surlendemain, on a une autre épreuve. Comment on fait pour gérer ça dans le temps d'une fin de semaine? C'est quand même assez surprenant comment que le corps récupère bien d'un effort vertical parce que majoritairement, ces courses-là, tu fais l'ascension, puis il y a un moyen de transport ou une gondole qui va te permettre de descendre. Fait que ça ressemble plus à un effort de vélo, je te dirais, là. Puis on le voit vraiment à l'entraînement, là, quelqu'un qui fait vraiment de l'entraînement spécifique pour du dénivelé positif, puis qui utilise une gondole ou quelque chose pour descendre. Il y a moyen de faire beaucoup plus de séances d'intervalle par semaine que quelqu'un d'autre va faire sur une piste ou un intervalle où il va y avoir des descentes. Fait que non, la récupération se passe quand même assez bien, là. C'est sûr qu'il y a une fatigue juste générale, mais au niveau musculaire, il y a moyen de. Comme à Sonapi, là, j'ai zéro senti les effets d'avoir couru la veille, là. C'était, je me sentais super bien, mais des formats back-to-back comme ça, c'est comme pour les championnats du monde, normalement, ils essaient de mettre au moins 1 à 2 journées de repos entre. Mais vraiment, là, si ça serait l'inverse, puis qu'on courrait le up and down avant le vertical, là, on le sentirait, là. Le vertical, ça, c'est certain. C'est le D-, hein? C'est le D- qui magane, ouais, c'est ça. Ouais, ça, puis généralement, ils font exprès de justement faire le vertical avant le up and down, là, parce que tu sais, quand tu es en montée, tu n'as pas d'impact, fait que tes jambes, tu le ressens un petit peu moins, là, mais par contre, tu sais, comme tu l'as dit, là, les descentes, là, c'est absolument brutal, là. Juste après Sunapee, là, moi, après 3 jours, là, mes quadriceps, là, ils étaient sensibles au toucher, là. Ah Je faisais juste ouais. toucher mes quads, là, puis c'était complètement détruit, là. Fait que, mais pourtant, tu sais, j'avais fait de la verticale, puis le matin du up and down, tu sais, mes jambes étaient quand même bien correctes, là. J'ai pu faire même une meilleure course, pour moi. Fait que, tu sais, ça montre que c'est vraiment, c'est ça, les descentes, là, qui sont le plus, qui portent le plus de dommages. Vous étiez en Thaïlande en novembre dernier, c'était les championnats du monde de course en montagne. Vous avez très, très bien fait. Vous avez fait les 2 meilleures performances canadiennes sur la distance sur laquelle vous étiez. Donc, Alexandre avait fini 10e, Rémi 14e, des gros, gros efforts. Qu'est-ce que vous avez appris de cette épreuve-là, de représenter le Canada là-bas, de compétitionner dans un field qui était extrêmement, extrêmement compétitif? Qu'est-ce que vous avez appris, puis qu'est-ce que vous allez appliquer pour l'Autriche qui s'en vient, par exemple? C'est sûr que c'était ma première course, si on veut, internationale comme ça. Fait que ça me lançait un petit peu dans l'inconnu, là. Fait que c'est certain d'avoir été dans les devants de la course, là, excepté derrière. Dans le fond, je me suis retrouvé comme plus dans le gros peloton, juste derrière les deux Kenyans, une majorité de la course. Fait que ça m'a permis de vraiment me rendre compte que je pouvais compétitionner avec les meilleurs coureurs au monde. Fait que ça, c'est sûr que c'est encourageant pour les prochains championnats du monde. Tu sais, je vais me présenter sa ligne de départ avec, tu sais, avec la confiance que je peux rivaliser avec les meilleurs. Euh, Ce que j'ai appris, ben, tu sais, c'est sûr que si ça ferait recommencer ma préparation au niveau de la chaleur ou peut-être même ma gestion de course, cette journée-là aurait été peut-être un petit peu différente. C'était la première fois que je courais dans des conditions aussi chaudes, là. Euh, Fait que, tu sais, il y a des choses que j'ai appris de ça, mais je pense qu'en Autriche, ça ne sera pas un facteur au niveau de la chaleur, là. Ça va peut-être être un petit peu l'altitude qui va jouer les troubles fêtes, là, mais sinon, mais à part ça, je pense que ça va vraiment être un beau parcours, là, pour nous, puis la température devrait être bien. De ton côté, Rémi? Ouais, ben, quelque chose que je pensais avoir appris, ce que je voulais appliquer à Sunapee il y a 2 semaines, mais que ça n'a pas trop marché, c'est que faut vraiment que je parte plus vite à ces courses-là. Parce que de pas mal toutes les courses que j'ai faites, je pars toujours un petit peu en arrière, puis là, au fil de la course, je dépasse tranquillement le monde. Mais tu sais, des fois, je me dis, si je veux vraiment atteindre mon plein potentiel, il faudrait que je sois avec ces gars-là en avant. Fait que même à Sunapee, moi, je m'étais dit, me tenir à Alex le plus longtemps que je peux au début. Mais man, je pense que c'est justement vu que j'ai pas ce background de cross-country ou de piste, tu sais, j'ai pas l'habitude de partir vraiment vite. Là. Pour moi, ça reste toujours un effort vraiment.
je me sens vraiment à bloc là, dès les débuts des courses, là, vraiment. Là, puis j'ai l'impression que j'ai pas comme cette deuxième gear que le monde a. Fait que des fois, là, je pense que j'ai appris au championnat du monde l'année passée que j'étais vraiment content de ma performance, mais en même temps, je me dis, OK, mais si j'étais parti encore plus vite, probablement que j'aurais pu faire encore mieux. Fait que je vais essayer d'appliquer ce principe-là, mais on dirait que c'est difficile mentalement là, de vraiment te permettre d'aller vite au début puis avoir confiance que tu es capable de garder cet effort-là jusqu'à la fin. Intéressant. L'Autriche, ça s'en vient vite, c'est en juin prochain. Euh, Comment ça s'est fait, la qualification pour l'équipe canadienne? Parce qu'on y reviendra à Sunapi juste après. C'était les qualifications, c'est le championnat américain de course en montagne pour accéder à l'équipe américaine qui s'en va en Autriche représenter le pays. Dans le cas du Canada, il n'y avait pas de course qualificative, si je ne me trompe pas. Ben, en Oui, il fait, y en avait une. Il y en avait ouais, une? OK. c'est assez. Ben, au Canada, c'est un peu. Il y a trois façons, là, en gros, de OK. se qualifier. La façon que moi et Alex, qu'on s'est qualifié, c'est que vu qu'on a fini top 15 au championnat du monde l'année passée, on était automatiquement sélectionné sur l'équipe OK. cette année. Mais ça, c'est assez particulier, là. En fait, c'est la première fois que ça arrive à des athlètes canadiens d'avoir cette, d'avoir- de prendre un peu ce règlement-là. Mais sinon, les autres sélections, il y en a beaucoup que c'est des sélections at large qu'ils appellent. Fait que c'est juste du monde qui envoie un peu leur CV d'athlète puis ils sont sélectionnés à ce niveau-là. Ou sinon, il y a des championnats canadiens de course en montagne, course en trail. Le problème qui s'est passé dans la dernière année, c'est que ça a été très peu médiatisé. Fait que, tu sais, si on regarde sur les formats courts, c'était en Colombie-Britannique, là, chez Alex, tu pourrais peut-être en parler un peu plus. J'étais un petit peu moins au courant. Ben, en fait, moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait eu lieu, là, juste pour montrer à quel point c'était pas très médiatisé. Ouais, en fait, le problème, ce qui est arrivé, c'est que je pense qu'il n'y avait aucune place qui voulait l'organiser. Ils, ils ont eu l'opportunité de l'organiser, je pense que c'était dans la vallée d'Okanagan, mais ils ont annoncé ça un mois à l'avance. C'était la sélection pour le vertical, le up and down, le 45 km et le 85. Pour donner une idée sur le 85, je pense qu'il était seulement 4 gars. Fait que, tu sais, c'est juste plate que c'est juste que le processus de sélection avait déjà été établi au départ, qui donnait 2 spots sur chacune des distances. Mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que personne se pointe là, là. Fait que c'est sûr que ça a un peu chamboulé les équipes nationales, là, mais ouais. Fait qu'ils ont donné. Fait que là, comme sur le vertical, c'est dommage, là, mais parce que tu sais, vu qu'ils donnaient 2 spots au championnat canadien, moi puis Rémi, on se retrouvait automatiquement qualifiés vu qu'on avait fait des bonnes performances en Thaïlande. Ben là, l'équipe était déjà complète. Ouais, c'est Fait ça. il y a des bons coureurs avec qui je m'entraîne ici qui auraient probablement voulu compétitionner sur le vertical, mais ils n'ont pas du tout l'opportunité parce que l'équipe est complète, là. Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait pour nous. Mais oui, c'est sûr que ça serait vraiment mieux dans le futur qu'ils fassent comme les Américains, qu'ils l'annoncent d'avance. Fait que tout le monde le met sur son calendrier. Puis tu te bats pour prendre ton spot, puis c'est l'équipe qui s'en va au championnat du monde. C'est comme ça que ça devrait se passer. Non. Ah ouais. Puis c'est ce qui s'est passé à Sunapi Scramble au New Hampshire. Je n'avais parlé il y a 2, 3 cafés du vendredi pour ceux qui l'ont écouté. J'ai décidé de faire une introduction en disant vous êtes allés jouer les troubles fêtes un peu là-bas parce que c'est une course où justement les meilleurs Américains à travers, s'il y a des athlètes d'ailleurs dans le monde, les meilleurs Américains se qualifient pour l'équipe. Puis vous êtes allés là, puis vous êtes allés rivaliser avec donc, les meilleurs Américains, mais surtout les meilleurs au monde, quand on parle d'un Joe Gray par exemple. Puis vous êtes allé performer vraiment très bien là-bas. Le samedi, Alexandre, tu as remporté ça devant tout le monde, dont devant Joe Gray. Je reviens avec lui parce que entre nous autres, c'est une légende de ce sport-là. Ça fait longtemps qu'il en fait, puis ça fait Non, longtemps mais qu'il performe très bien. je sais pas la C'est statistique, là, mais immense. ça doit faire 20 ans qu'ils gagnent les championnats nationaux, là. Ou peut-être pas 20 ans, là, mais Ben, c'est genre 12, genre 13, 10 ans, 15 là, là. dans ce coin-là, qui gagnent les championnats nationaux, puis je serais pas étonné que c'est comme la première fois qu'il finit pas premier, là. Il finit premier américain, mais non, non, en avant, il y avait un C'est Canadien, ça. c'était toi, Alexandre. Puis même, je veux dire, Rémi, t'as extrêmement bien performé aussi, un top 10. Puis le lendemain, vous avez remis ça. Alexandre, t'as fini deuxième. Puis Rémi, je vais pas dire n'importe quoi, t'as fini cinquième. Fait que vous avez eu une bonne fin de semaine, je pense, les gars. Là, on parle que de chiffres et de position. Alexandre, comment ça s'est passé, toi, le build-up jusqu'à Sunapi, puis l'effort là, de compétitionner avec ces gars-là là-bas? Ben, c'est sûr que ça s'est bien passé. Le but de cette course-là, en fait, tu sais, c'est sûr qu'on est allé jouer tout le fête, là, puis c'est peut-être les Américains disent, ouais, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Mais en fait, ce qui arrive, c'est que les championnats du monde sont tellement tôt cette année en Autriche que
il faut qu'on fasse des courses pour arriver là préparé. Puis des courses de ce format-là, compétitives, il n'y en a pas une tonne. Puis quand que ça s'est sorti, puis que ça fitait dans le calendrier, c'était comme un automatisme parce que on devait faire cette course-là pour vraiment se tester avant d'arriver au championnat, puis de voir c'était quoi notre niveau de forme. Fait que tu sais, c'est sûr que moi j'étais arrivé là, j'ai encore des choses que je veux travailler jusqu'au championnat du monde, mais tu sais, j'étais dans une très bonne forme. Euh, je m'attendais pas du tout à gagner, là. Je m'attendais à être dans le top 5. C'est sûr que tu sais, je voulais rivaliser avec les gars en avant. Fait que tu sais, je suis parti avec le lead pack, puis j'ai eu une opportunité de prendre le lead, puis à partir du moment que j'ai pris le lead, j'ai ouvert un petit gap, puis je pense que c'est là que Joe Gray a comme voulu refermer le gap, puis quand moi j'ai vu que c'était lui qui était en arrière de moi, puis qui essayait de fermer le gap, ben, j'ai continué à peser sur le gaz, puis je voulais pas lui donner l'opportunité de refermer le gap, fait que je pense que à partir c'est à peu près de la mi-course jusqu'à temps qu'on arrive là, sur le chemin forestier. On était dans un intervalle de 2 à 3 secondes là, où ce que là, moi je donnais pas un pouce, puis lui il voulait juste refermer le gap, puis fait que ça a été comme ça que ça s'est géré. Puis quand on a quand on a viré puis qu'on a tombé sur le chemin d'accès, ça a un peu joué à mon avantage de pas savoir le parcours parce que s'il y avait vraiment une pente vraiment pentue, où ce que là on voyait vraiment qu'il y avait un plateau sur le dessus, puis moi j'étais persuadé que la ligne d'arrivée était en haut. Fait que j'ai vraiment ouvert les valves, puis j'ai dit, c'est là que ça se passe. Puis lui, en sachant où ce que la ligne d'arrivée était encore plus loin. Tu sais, on était à 400 mètres, je pense, en sortant du bois. Puis là, je me suis retrouvé à comme vraiment kicker pour comme s'il restait 200 mètres. Puis je pense que mentalement, ça l'a craqué, là, parce qu'après ça, j'ai ouvert la distance. Parce que quand on est sorti du bois, je pense qu'il était juste 2 secondes en arrière de moi. Puis je pense que j'ai fini avec 10 secondes, 11 secondes. Puis c'est ça, quand j'étais arrivé au plateau, puis j'ai réalisé que la ligne d'arrivée était pas là, je me suis reviré, j'ai eu un eye contact avec lui, où ce que lui était, je l'ai vu tout de suite, il était dans un mode où ce que tu revirais lui aussi pour voir il était où le troisième, il avait déjà abandonné, fait que là j'ai comme eu un petit soulagement où ce que je pouvais un petit peu m'accouler d'eux jusqu'au fil d'arrivée, là. Fait que non, c'était vraiment, c'était sûr que comme tu as dit, Pat Joe Gray, c'est une légende aux États-Unis, puis même, tu sais, il a gagné les championnats du monde, fait que c'était une fin incroyable, ça, c'est ça. Un gars qui performe encore après toutes ces années à un très, très haut niveau. On parlait tantôt de la Mount Washington Road Race. Il l'a gagné à plusieurs reprises. C'est un gars qui a un gros pedigree. C'est le fun de voir d'aller compétiner avec ces gars-là puis de bien faire comme ça. Tu aurais mis de ton côté, gros week-end aussi. Tu sais, deux top 10, dont un top 5 le dimanche. Grosse performance également. Comment ça s'est passé de ton côté? Ouais, ben en fait, un peu comme je disais tantôt, ben, moi je considère que ma force c'est définitivement plus le vertical que le up and down généralement, mais étrangement, cette fin de semaine-là, j'ai eu une meilleure performance au up and down. La façon que le vertical s'était fait, c'était que tu commençais, ben ça, comme Alex l'a dit, là, en fait, c'est une course de 6,5 km. Les premiers 2 km, c'était sur un chemin d'accès en montée. Puis comme j'ai dit tantôt, dans le fond, je suis comme pas parti assez vite avec le lead pack. Puis ensuite, pendant le prochain quasiment 4 km, là, avant le dernier 400 mètres là, qui était sur une piste de ski, là, mais comme le gros de la course, c'était comme un 4 km, que là, c'était vraiment des sentiers très techniques où c'est que tu es dans le bois. Puis vu que je suis rentré dans cette section-là, un peu derrière le lead pack, c'est un petit peu difficile là, quand t'as pas quelqu'un qui est devant toi dans les sentiers très techniques de t'accrocher à quelqu'un. Fait que je pense que vu que je suis rentré dans cette section-là en arrière, un peu du lead pack, j'ai jamais été capable de les rattraper. Puis là, quand je suis arrivé aux pistes de ski à la fin, il était un petit peu trop tard. Mais j'étais quand même content de ma course, mais je savais que le parcours, en tout cas moi, et les sentiers techniques, ça a toujours été mon point faible, j'ai misère à parler. Ça a toujours été mon point faible, fait que je m'attendais pas non plus. Ben, tu sais, je voulais vraiment donner mon maximum, mais je savais que ça m'avantageait pas beaucoup comme parcours. Mais par contre, au up and down, la journée d'après, là, t'avais quand même, là, je pense que c'était 4,8 km de montée, puis ensuite 2 km de descente. Tu faisais ça 2 fois. Fait que même si dans les descentes, je perdais un peu de temps comparé aux autres, vu que tu passais tellement de temps dans la montée, puis la montée était vraiment pas technique, là, c'était pas mal comme un genre de chemin d'accès slash piste de ski tout le long. Fait que ça m'a permis d'aller chercher beaucoup de temps sur les montées. Fait que j'ai l'impression que
j'ai mieux fait là, pour cette course-là. À cause de ça, puis ça me donne quand même confiance pour les championnats du monde de cette année, parce que le parcours, il a de l'air quand même pas très technique. Puis en fait, la majorité des courses verticales, habituellement, c'est pas technique, là. Je pense que c'est juste que au New Hampshire, ils pouvaient pas faire ça, mettons, juste sur une piste de ski, parce qu'il reste quand même pas mal de neige, là. Tu sais, c'était début avril que la course avait eu lieu, fin avril. Mais c'est ça, fait qu'en Autriche, là, cette année, ça risque de pas être technique. Fait que ça, j'ai bien hâte là, de faire ce genre de course-là, qui est assez typique, là, un parcours qui est pas technique, c'est assez typique là, pour des courses de style vertical. Ah oui, ah oui, c'est clair. Allez, les gars, avant qu'on embarque dans le prochain sujet, qui est l'Autriche, parce que je le sais que c'est votre prochain gros objectif, je vous propose une toute petite pause info pour présenter un nouveau partenaire du podcast. Connaissez-vous la distillerie Ubald? À l'épisode 139, quand mon invité Isabelle Morin m'a dit qu'elle préférait le gin à la bière, j'ai tout de suite été contacté par Max Coubès, qui est le brand leader chez Ubald, pour qu'on fasse un partenariat. Ça a été le point de départ d'une collaboration vraiment tripante avec laquelle on vous prépare ben des affaires. Ubald, c'est 4 sortes de gin puis 2 vodka. Puis Ubald, c'est surtout une des très rares distilleries qui utilise exclusivement des produits québécois. Ils travaillent en synergie avec Patate Dolbec, qui est en fait le plus gros producteur de patates dans l'Est du Canada. La distillerie est née de l'objectif de donner une utilité aux récoltes de patates qui sont esthétiquement imparfaites, mais qui au goût sont parfaites. Ubald crée ses alcools fins à partir d'ingrédients entièrement cultivés, récoltés, fermentés et distillés sur son domaine dans Port-Neuf. Depuis son arrivée sur le marché, Ubald accumule les médailles de Berlin à Londres en passant par les États-Unis. Pour vrai, vous devez essayer ça. Prochaine fois que vous passez à la SAC, cherchez l'étiquette Gin Valley d'Ubald ou leur vodka Route 363. Donc là, vous en allez en Autriche représenter l'équipe canadienne. Est-ce que dans ces championnats du monde-là, il y a un petit peu de quelque chose d'olympique, là, tu sais, de représenter son pays, d'être une équipe? Tu sais, il y a des classements individuels, mais il y a des classements par équipe. Est-ce que vous le sentez ou rendu dans la course, c'est, je ne veux pas dire chacun pour soi, mais c'est une course régulière, puis on pousse, puis on fight? Ouais, je pense que tu le sens quand même, là, tu sais, il y a quand même un, tu sais, toute l'équipe se rassemble définitivement, là, avant la course, tu sais, on a des soupers, toute l'équipe ensemble, puis, tu sais, on fait nos jogs les journées avant la course tous ensemble, il y a une cérémonie de parade des nations avant la course aussi, fait que je pense que tu ressens quand même cet aspect-là. C'est sûr que pendant la course, en tout cas, surtout nous, pour les courtes distances, tu sais, t'as pas vraiment de stratégie, là, d'essayer d'aider, mettons, quelqu'un de ton Ouais. équipe, là. Chacun est pour soi pendant la course. Mais le classement par équipe, c'est quand même intéressant. L'année passée, avec Alex puis Sean, c'est Sean qui a fini troisième ou c'était Chris? C'est Chris. Ok, c'était Chris. Fait que, en tout cas, avec les trois Canadiens, je pense que l'équipe canadienne sur le vertical, on avait quand même fini septième Mhm. dans le pays. Fait que ça, c'était quand même, parce que c'est les trois premiers, excusez, ouais, c'est les trois premiers de chaque pays qui scorent pour le classement par pays. OK. Fait que, on avait quand même fini septième sur le vertical pour le Canada. Fait que ça, c'est quand même intéressant, là. Puis c'est quand même motivant là, de tout travailler un peu comme une équipe comme ça. Là. Tu veux que les autres performent bien aussi dans ton équipe. Ah ouais, c'est clair. Tu parlais des différences de parcours. Là, vous attendez à quelque chose qui est plus roulant peut-être que Sunapi. En termes de dénivelé, le profil de votre course, ça ressemble à quoi? Ouais, ben moi je vais y aller parce que moi je pense que j'étudie vraiment plus les parcours qu'Alex. Moi, pendant le vertical à Sonopi, j'étais en train de dire à Alex c'était quoi qui allait se passer sur le parcours, puis il n'y avait aucune idée. Là. Fait que, non, en Autriche, je sais pas mal C'est exactement. vraiment, je pense que c'est un peu grâce à Rémi que j'ai réussi à battre Joe Rue aussi, parce que si je l'aurais pas su qu'il y avait une partie roulante, j'aurais probablement pas géré aussi de la même façon. Fait que, ouais, Rémi, c'est le spécialiste, analyste des parcours. Regarde, Rémi, tu disais que dans les courses, il n'y a pas tant de stratégie d'équipe. Vous étiez une équipe de 2 Canadiennes sur ces parcours-là, puis regarde, ça vous a servi, ça a marché. Ouais, puis on était d'autres Québécois là, Oui, c'est ça, quand il y avait même. plusieurs personnes. Il y avait aussi Anselme Smith Poher avec qui a fini premier dans la catégorie des moins de 20 ans, puis il y avait beaucoup de Québécois qui étaient là. effectivement, on était une bonne gang. Mais oui, ça, pour revenir à l'Autriche, dans le fond, c'est un 7,1 km avec 1050 mètres de dénivelé, si je ne me trompe pas. Fait que ça commence avec un 1 km sur le plat dans le village. Habituellement, ils font ça, tu sais, c'est sur route en bas, juste pour un peu distancer le monde, là, parce que tu Ouais, veux pas que tout le monde entre dans un single track et que ça mais soit non. 10 personnes de large. Fait que premier kilomètre sur le plat dans le village, ensuite t'entres, t'as comme une section de 1 ou 2 kilomètres qui est quand même très à pic, là. On parle de comme 25-30% de dénivelé, de pente, là, je veux dire. Puis là, après ça, ce qui est quand même intéressant, c'est que t'as comme un 3 kilomètres qui est pas très à pic. Fait que, tu sais, on parle de comme 5 à 10%.
Donc ça veut dire qu'après la première grosse côte, il faut vraiment que tu sois capable de tourner tes jambes assez rapidement. Puis ça, c'est quand même quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui font ces courtes distances-là que c'est leur faiblesse, là, c'est qu'après de faire une grosse côte, d'être capable de tourner les jambes ensuite. Ouais. Fait que ça, en tout cas, moi, déjà, dans certains de mes entraînements, je commence à inclure ça un peu. Puis là, après cette longue section-là de 3 km, tu finis avec un autre gros pitch, là, je pense comme 1,5 km, encore une fois, 25 jusqu'à 40% pour terminer la course. Puis ça finit en haut comme ça. Fait que non, moi, c'est un parcours que je trouve vraiment le fun. Là. Ça me motive là, vraiment comme parcours. J'aime ça quand tu as beaucoup de sections comme ça. Puis j'aime ça aussi quand ça finit avec quelque chose de très brutal, là, de très épique. Là. Je trouve que c'est comme là, ça te force à vraiment tout donner puis que tu es vraiment complètement détruit à la ligne d'arrivée. Là. Fait que non, vraiment hâte pour ce parcours-là. Fait que ça, c'est le vertical. Puis ensuite, vous allez enchaîner ce qu'ils appellent le Mountain Classic. J'adore ça. C'est justement le up and down. Mais là, c'est un up and down et up and down, comme tu le disais tantôt, Alexandre. Euh, Ouais. Rémi, as-tu les stats comme ça? Ben, en fait, moi, je le fais pas. Moi, je fais seulement le vertical, OK, OK. championnat du monde. Mais Alex fait le up and down. Puis non, Mais je ça, les ai devant les moi, je yeux fais si vous les stats. voulez. Ouais, c'est Allez, deux loops de 7, je pense. Deux loops exact, de 7 kilomètres. 7,5 avec 3,75 de dénivelé positif sur chaque loop, donc négatif aussi. Fait que c'est quand même encore là un bon ratio pour un parcours de 15 kilos, là. Ça va être intéressant de voir la technicité du parcours aussi là, pour la descente, là, mais je pense qu'il y a des sections sur l'asphalte, là, ce qui semble être écrit sur le site. Là, fait que on va avoir le temps de le regarder le parcours, c'est ça qui est le fun, parce que les deux, moi dans mon cas, j'arrive là-bas le 2 juin. Rémi arrive le premier, puis tu sais, on court le 7. Fait que tu sais, on va avoir le temps d'aller voir les parcours, puis qu'il n'y ait aucune surprise là, la journée de la course. Ça, c'est le fun de pouvoir prendre le temps comme ça, de ne pas arriver trop dernière minute, puis de pouvoir un peu découvrir le terrain de jeu. Puis ça doit être Ouais. de quoi qui est le fun aussi sur des formats courts où tu Ouais, tu peux peux vraiment aller prendre le voir temps le de parcours au l'analyser. complet. Tu sais, Ouais, tu peux vraiment le reconnaître au complet, là. puis faire des intervalles dessus, tu sais, sur des certaines sections. Fait que non, c'est ça qui est le fun, là. C'est un autre avantage de plus là, quand tu arrives d'avance, là, de pouvoir Ça vraiment a le faire l'air au complet sans taxi. ça a l'air banal, mais par exemple, juste il y a quelques semaines au Sonopi, la journée avant, on est allé voir un peu le parcours, puis il y a mené un ruisseau. C'est même juste de savoir, OK, ben moi, je vais choisir telle ligne pour traverser les ruisseaux, c'est quand même, c'est pas grand-chose, là, mais c'est des petits détails qui peuvent faire quand même une différence au bout de la ligne, étant donné que c'est vraiment des courses où c'est que chaque seconde est importante. Là, fait que non, ça, c'est quand même effectivement un gros avantage là, d'aller voir le parcours avant. Là. Tu prends le temps de placer les roches de la bonne façon pour être sûr Ouais, de ne pas c'est te ça. mouiller le pied. C'est vraiment parfait. Fait que là, l'Autriche, c'est le point de départ d'un été en Europe, comme tu le disais tantôt, Rémi, pour vous deux. C'est quoi vos plans de match, là? Vous allez enchaîner plusieurs courses dans ces formats-là, un peu partout en Europe? Exact. Exact. En fait, là, je ne veux pas mal prononcer. Là. Il y a une course là, que je ne suis pas capable de prononcer, mais notre première course après les championnats du monde, c'est une course en Suisse. Neyrevu Mollesund, ça s'appelle. Je pense que c'est en allemand, là, fait que c'est pour ça que la prononciation est vraiment pas bonne. Mais non, c'est une course, une autre course classique de style vertical. Rémi Bonnet qui a gagné la course l'année passée. Ensuite, on fait le marathon, excuse-moi, le kilomètre vertical du Mont Blanc. Fait que ça, c'est une course vraiment classique, kilomètre vertical. Tu sais, ça, c'est une course, mettons, là, que c'est vraiment fait pour être un kilomètre vertical, dans le sens que c'est 1000 mètres d'ascension, puis la pente est faite pour que tu puisses faire quand même un temps rapide sur kilomètre vertical, parce qu'il y a quand même tout un palmarès là, de meilleurs temps des kilomètres verticales. Fait que c'est un parcours quand même assez propice pour ça, je pense. Là. Fait que c'est comme 3,5 km pour 1000 mètres de D+. Puis Un après bon ça, ratio. ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas fait, là. C'est ça, je sais que. En tout cas, au Québec, c'est un peu plus difficile pour s'entraîner comme ça, là, mais en tout cas, je regarde, mettons, Alex, je sais que tu as quand même des spots à Squamish là, qui sont popés pour ça. Là. Je sais que tu as fait un bon entraînement matin, là, que ça ressemble un peu à ces proportions-là là, en termes de ratio des plus distance. Là. Puis, dernière course qu'on fait de ce voyage-là, ça va être au Portugal, une course qui fait partie d'une série de courses de World Mountain Running Cup. Là, c'est très mélangeant parce qu'il y a 10 séries différentes de courses là, à cette heure, là. Mais World Mountain Running Cup, ils ont une série de courses que c'est principalement ce genre de format-là, soit vertical ou up and down. Puis une de leurs premières courses de la série cette année, c'est au Portugal, qui s'appelle le Montemuro Vertical Run, qui est comme un 8 km, je me trompe pas, avec pas mal 1000 mètres de D+, encore. OK.
Donc, ça va être intéressant. Tu le disais, il y a plein de coupes. Puis je pense que dans le skyrunning, c'est encore pire que dans les ultras aussi, où il y a une multiplication Ouais. du nombre de séries. Puis c'est un des objectifs de la Pro Trail Runner Association, c'est d'essayer de formaliser un peu les choses de manière à ce qu'on soit capable d'avoir un aperçu de c'est qui les meilleurs au monde, parce que les packs se divisent, les élites se divisent sur plusieurs séries un peu partout en Europe, là. Mais là, ce C'est qui est ça. bien, je pense, c'est que depuis l'année passée, la fédération est rendue impliquée là, OK? dans le trail running, le mountain running. Là. Tu sais, en Thaïlande, c'était Athlétisme Canada qui s'occupait de nous envoyer là-bas. Puis les années d'avant, c'était vraiment une petite association de Mountain Running Canada qui s'occupait de tout ça. Puis c'était séparé aussi. Il y avait le Mountain Running puis il y avait le Trail Running. Ouais, c'est ça, Là, ouais. ils ont jumelé les deux. Puis les fédérations d'athlétisme de chaque pays ont comme embarqué là-dedans. Fait que c'est un bon pas dans la bonne direction. Puis probablement que le prochain step, ça va peut-être être des séries de courses un peu plus standardisées ou ce que ça va être des coupes du monde. Je sais pas trop, là, mais parce que là, on aurait vraiment, tu sais, comme les meilleures courses, tout ce que tous les meilleurs coureurs se pointent. Puis il y a rien d'après moi, je pense que les courses mythiques comme la Western State, l'UTMB vont toujours rester parce que c'est des grosses courses. Mais si après ça, autour de tout ça, ben il y a un circuit de Coupe du Monde, que ce soit sur le vertical, up and down, ou même c'est sur des distances de 45 km ou peut-être plus long aussi, là. Mais d'après moi, c'est ça le futur du sport. Intéressant. Y a-tu, quand vous regardez la diversité d'événements qu'il y a dans ces formats-là, y a-tu des courses bucket list que vous avez sur un petit post-it quelque part, puis que vous vous dites à un moment donné, je vais aller la faire, celle-là? Moi, Ouais, là, moi, il y a la folie là, que je veux vraiment faire, puis ça va faire partie dans le voyage, même si c'est pas une course qui est sur le calendrier, là, parce que cette course-là elle a lieu, je pense, en septembre ou octobre. Mais vu qu'après la course de Suisse, on va être juste à côté, fait que c'est certain que je vais aller faire un TT sur la folie, qui est le kilomètre vertical le plus rapide au monde. Là. C'est 1000 mètres sur 1,9 km. C'est là que les records se battent, hein. Ouais. Fait que ça c'est la course que c'est sûr que ce qui est sur ma bucket list que j'aimerais faire un jour. Mais cet été, je vais aller voir ça a l'air de quoi, puis c'est sûr que je vais aller faire un effort dessus. Intéressant. Rémi? ouais, c'est difficile de dire une course en particulier. C'est sûr que les classiques, là, je pense à Zegama, justement, Série Zinal. En fait, pas mal des courses des Golden Trail Series, là, ça doit être justement grâce à leurs médias qui sont vraiment forts, là, mais on dirait que c'est ces courses-là qui me donnent vraiment le goût des faire, là, éventuellement. Euh, mais pour être honnête, aussi, les très longues distances, tu sais, ça m'intéresse quand même, là. Tu sais, genre, le fait de faire l'UTMB, c'est quand même quelque chose qui, un jour, j'aimerais faire. Je pense pas que j'aimerais ça le faire d'un point de vue compétitif, mais juste faire la course, c'est quand même quelque chose qui me tenterait vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'en faisant ces courtes distances-là, c'est moins les parcours qui m'intéressent, c'est plus vraiment l'aspect compétition, puis dans le sens que, tu sais, c'est le fun d'avoir un lieu pour compétitionner contre d'autres personnes. Mais si on parle vraiment spécifiquement d'un parcours qui m'attire, ben là, ce serait plus quelque chose comme une très longue course où c'est que là, je pourrais vraiment prendre le temps de apprécier le parcours parce que la réalité, c'est que d'un kilomètre vertical, je m'en fous complètement du parcours, là, tu sais, je Pas le temps de le regarde pas ça voir. du tout, là, fait que ouais. Mais non, c'est ça. C'est clair que l'UTMB, Western States, c'est des courses c'est clair qu'un jour, j'aimerais ça pouvoir faire ça, là. Sinon, Colorado, Pikes Peak, je pense que c'est quand même la Ouais, plus ouais, oui, européenne des courses américaines. C'est probablement le seul marathon de montagne, slash, il y a un ascent aussi. Donc, c'est vraiment le type de course, le format européen qu'ils ont importé, mais qui est là depuis longtemps. Puis, quand tu voyages là, je pense que tu as le Manitou Incline aussi qui est ouais, ouais. juste à côté, qui est un. Allez voir des images de ça, les gens qui écoutent Manitou Incline. C'est un genre de kilomètre vertical, mais je suis pas sûr que c'est un kilomètre complet, mais c'est une ancienne rail c'est pas un chemin de fer, mais c'est comme des marches naturelles qui ont été créées par un ancien rail qui montait en haut d'une montagne, puis les gens vont faire des time trials là-bas, puis ça a l'air complètement brutal aussi, là. Non, c'est ça. Puis effectivement, ça, c'est un autre endroit vraiment légendaire là, pour toutes les courses verticales, là. Le Pikes Peak, ça, c'est aussi une course qui est très intéressante, là. L'ascension, c'est 21,1 km. En fait, c'est un demi-marathon juste en montée. Et ça, c'est très difficile de retrouver ça ailleurs. En fait, la grande difficulté de cette course-là, c'est que tu es vraiment en très haute altitude. Le dernier, je pense, comme dernier quasiment 10 km, là, ils appellent ça la Death Zone parce que tu es comme entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Puis, en tout cas, pour
c'est sûr que pour du monde comme nous autres là, qui sont pas habitués à ça, là, c'est quasiment impossible. Là. Je pense que c'est très rare de voir du monde, à part, mettons, Kylian Jornet puis Rémi Bonnet, qui viennent pas justement du Colorado ou d'endroits vraiment à haute altitude, qui sont capables de bien performer là-dessus, parce que c'est quand même un facteur qui est très important. Ouais, c'est très intense, mais ça a l'air tellement beau comme coin. Puis Ah ouais, ouais. Ah, parce que c'est. t'es en haut de la tree line, là, fait que t'as plus d'arbres, Ouais, t'es complètement exposé, là, fait que non, ça a vraiment l'air épique, là. ouais, des courses qui font rêver. Avant qu'on se laisse, Rémi, il y a une portion de ta pratique du trail qui n'est pas avec des espadrilles dans les pieds. En fait, oui, mais c'est surtout qu'une caméra dans les mains. Depuis quelques années, tu crées du contenu extrêmement intéressant, autant d'être témoin d'entraînement de des coureurs, des coureuses qu'on aime au Québec, mais aussi d'expliquer, de donner des conseils, de coacher quasiment à travers ces vidéos-là. Comment c'est venu cette idée-là de prendre une caméra puis de documenter ta pratique du trail? Ah, ben, c'est venu il y a 1 an et demi environ, là, c'était au Bromont Ultra. En fait, ça faisait quand même un bout de temps que je remarquais que, tu sais, en entraînement ou en compétition, je vivais vraiment des beaux moments, mais je trouvais qu'il y avait très peu de contenu long par rapport à ces moments-là. Puis c'était à un moment donné, à l'automne 2021, je pense, là, j'étais blessé. C'était pendant le Bromont Ultra, puis j'avais beaucoup d'amis qui faisaient la course 55 puis le 25 km, et je me suis dit, ah ben, tu sais, je connais super bien la montagne, je suis quand même assez bon avec les cartes, fait qu'en termes de logistique pour calculer c'était quoi les temps de passage, puis tout ça, tu sais, j'étais capable d'être à plusieurs endroits, fait que c'est comme ça que j'ai commencé, fait que j'ai filmé le Bromont Ultra 55 et 25 km ces journées-là, puis j'ai vraiment aimé ça, là. C'était vraiment cool d'être là sur la course, je trouvais que ça a fait des super belles images, puis j'ai vraiment aimé ça faire le montage par la suite. Puis là, après ça, ça a comme été un peu un roller coaster que là, ensuite, je me suis dit, ah, mais ça serait le fun aussi de maintenant suivre des entraînements de course entre elles. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que je trouve assez particulier de notre sport. Tu sais, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube, par exemple, de monde qui vont filmer un athlète qui va faire, par exemple, des intervalles sur piste, des intervalles sur route. Mais ça, tu sais, grosso modo, c'est un peu toujours la même affaire, là. Tu sais, c'est juste que des fois, son kilomètre va le faire en 3 flats, des fois, il va le faire en 2,55. Tu sais, c'est pas très engageant, là, je trouve. Tandis qu'entre elles, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la variété d'entraînement qu'un athlète peut faire, ça varie tellement, là. Tu sais, tu peux faire dans les sentiers techniques, tu peux faire dans les pistes de ski, en descente, en montée, des pentes hyper raides, des pentes moins raides. Fait que, fait que ça m'a donné le goût, dans le fond, de justement filmer ces entraînements-là aussi, d'amis ou même du monde que je rencontrais pour la première fois lorsque je les filmais. Puis là aussi, là, j'ai commencé à aussi faire des vidéos là aussi que je donne un peu là, des conseils. Là. Je pense que dans les dernières années, je me suis quand même intéressé un petit peu plus à la science là, de la course à pied. Puis euh, j'ai commencé à faire ça. J'aime quand même ça, le côté pédagogique. Là. Mhm. Il y a un background en enseignement quand même, fait que j'aime quand même ça pouvoir enseigner, si on peut appeler ça comme ça, là, un peu des principes de course à pied. Puis non, je trouve ça vraiment le fun. Euh, c'est quand même, là, ce que je réalise cette année, c'est que c'est quand même difficile des fois de jumeler le filmage avec moi-même participer à des courses. Tu sais, ça marchait vraiment bien, mettons, les périodes aussi que j'étais blessé ou que j'avais pas vraiment de course au plan. Mais là, en ce moment, tu sais, là, je suis en train de faire des très grosses semaines d'entraînement les fins de semaine, tu sais, j'ai pas vraiment le temps de, tu sais, me déplacer, là, aller à une compétition puis filmer ou filmer les entraînements des autres. J'aimerais vraiment ça le faire, mais on dirait que je commence à réaliser là, que faire les deux en même temps, c'est quand même assez compliqué. Puis, tu sais, si on parle de justement filmer les entraînements d'autres coureurs, ça m'est arrivé l'année passée de faire ça, mais quand tu filmes, tu es quand même en train de toi aussi faire un effort. Là. Fait que, tu sais, Clairement. ça m'est arrivé des fois, je filmais un entraînement, mais la journée d'après, j'avais un entraînement d'intensité. La journée d'après, je suis comme, man, j'ai plus de jambes, là, tu sais, ça serait juste pas logique de faire un autre entraînement aujourd'hui. Fait que là, c'est comme, faut que tu changes un peu ton plan. Fait que, non, cette année, je vais essayer d'apporter ma caméra un peu en Europe, là, mais je pense que ça va être un peu du contenu un peu différent, là, de juste filmer des courses, là, ou des entraînements de d'autres personnes, par exemple. Ouais, mais dans tous les cas, c'est super intéressant. Puis je trouve il y a une approche qui est pédagogique, il y a une approche qui est intéressante. On rentre aussi dans l'intimité d'entraînement de certains athlètes qu'on aime suivre. Mais moi, je m'imagine toujours, je vois toujours le behind the scene de c'est cool, on voit des vidéos de Léa Cardin qui fait des intervalles en côte.
Et Rémi en arrière, il fait autant l'intervalle que qu'Eliott. Fait que on peut voir le derrière l'arrière du rideau en fait quand on regarde tes vidéos, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je tenais à le dire. Puis les gens qui écoutent, qui savent pas de quoi on parle, allez voir Rémi Leroux sur YouTube. Il y a vraiment du bon contenu. J'ai l'impression que quelqu'un qui se met à la trail, il y a plein d'outils, il y a plein de livres qui sont intéressants, mais je pense que tes vidéos, comment prévoir une saison de trail, comment la préparer. Tu sais, c'est plein de données super intéressantes. Moi, je me rappelle quand je me suis mis au trail, j'aurais voulu avoir ça. Dans le temps, il y avait un livre, mais il existe encore, là, le livre d'ailleurs, le guide d'Ultra Running de Al Corner, qui était une espèce de livre que c'est un athlète élite, mais qui t'explique la nutrition, la logistique, le crew, les drop bags, toutes les facettes de la préparation à une course, il l'expliquait. J'ai l'impression qu'on retrouve ça à travers tes vidéos. Fait que je tenais à te féliciter puis à te remercier en fait de rendre ce contenu-là disponible pour les gens. Ah, ben, merci beaucoup. Puis honnêtement, je trouve que ça a vraiment été un bon moyen pour moi aussi de me rattacher plus à la communauté de course à pied au Québec. Tu sais, j'ai rencontré plein de monde grâce à mes vidéos, que ça soit pendant des courses, du monde qui m'a reconnu un peu parce que je fais mes vidéos, ou que ce soit du monde que je filme que je connaissais pas avant, par exemple. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça l'a amplifié là, mon lien avec la communauté là, de course au Québec. Là. Puis non, c'est j'ai vraiment, vraiment content d'avoir commencé à faire ça. Vraiment, je comprends. Tu es même devenu collaborateur avec Distance Plus aussi. On t'a vu écrire des articles pour eux Ouais. autres. Ouais, exact. Non, ça a été très cool aussi, surtout là, pour les courses, je pense à Arcana, QMT, Bromont Ultra. Tu sais, j'ai vu que j'étais là en train de filmer, ben, ça a fait que j'ai pas mal vu tout ce qui s'est. Ben, tu sais, j'ai vu pas mal de choses, qu'est-ce qui s'est passé pendant la course. Fait que ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui manque un peu dans notre sport, c'est que très souvent, à la fin d'une course, le monde, pas mal la seule chose qu'il voit, c'est les résultats. Puis, oh, tu sais, ça veut pas dire grand-chose, mais là, je pense que d'avoir quelqu'un pour raconter un peu, ben, c'est quoi, tu sais, les péripéties qui sont arrivées pendant la course, y a-t-il des dépassements ou quoi que ce soit, ben, je pense que d'avoir quelqu'un pour raconter ça, c'est quand même, ça rend la chose un peu plus intéressante là, pour du monde qui veut suivre le sport. Là. Clairement. Euh, Si vous avez déjà écouté Pas sorti du bois, vous savez qu'on finit toujours avec les questions éclair-nac. On change le mode, on fait un petit aspect compétitif. Vous êtes deux gars compétitifs, il n'y a pas de doute là-dessus. Fait que non seulement je vais vous faire compétitionner avec mes 152 invités d'avant, parce qu'il y a des FKT, il y a des temps records pour les questions éclair-nac, mais je vais aussi vous faire compétitionner l'un avec l'autre. Je vois qu'Alexandre, tu as des écouteurs dans les oreilles, Rémi, t'en as pas. Fait que je pense que pour la logistique de la chose, Alexandre, je vais te demander d'enlever tes écouteurs puis on va te faire confiance que tu nous entendras plus. Est-ce que tu nous entends, Alexandre? Parfait, le test est fait, il n'a pas l'air de savoir. Rémi, je vais te poser 10 questions, il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Puis ensuite, je vais poser les mêmes 10 questions à Alexandre. C'est good. Tu me dis quand tu es prêt? Ouais, Route ou trail? ça, Monter ou descendre? montée, Sentier roulant ou technique? roulant, Racine ou roche? poche, Gourde à main ou veste? veste, Questionnaire, gaufre ou bar? gaufre, Alpe ou rocheuse? Alpe, Neige ou bouette? neige, Tuc ou casquette? cascade, Kilomètre vertical ou sky race? kilomètre vertical. 23 secondes. Alexandre, tu peux remettre les écouteurs. Rémi, toi, tu peux rester, tu connais déjà les réponses, puis tu n'auras pas besoin de. Tu peux pas tricher, tu as déjà participé. Bon, Alexandre, je te dis pas le chrono de Rémi, mais tu as 10 questions, il faut que tu répondes le plus rapidement possible. C'est toujours deux éléments en opposition, puis il faut que tu me donnes la réponse la plus rapide. On verra lequel de vous deux est le plus vite. Tu me dis quand tu es prêt, Alexandre. Je suis prêt. Route ou trail, Prêt. monter ou descendre, Monter. sentier roulant ou technique, Technique. racine ou roche, Racine. gourde à main ou veste, Gourde à main. questionnaire, gaufre ou bar, Gaufre. Alpe ou rocheuse, Alpe. neige ou bouette, Neige. tuc ou casquette, Casquette. kilomètre vertical ou sky race. Kilomètre vertical. Littéralement le même, le même chrono, les gars. Ouais. Vous êtes les deux à pile 23 secondes. Fait que c'est un ex-aequo. Écoutez, j'ai voulu faire une compétition entre vous deux. 23 secondes, c'est très bon d'ailleurs. Vous allez compétitionner avec toutes les autres. C'est pas les FKT, là. C'est sûr qu'en vrai, ça va un peu plus vite. Mais 23 secondes, les deux, j'aurais voulu célébrer un gagnant. C'est pas le cas. Vous êtes à égalité. Félicitations à vous deux.
J'aurais aimé ça pour la première fois remporter une victoire contre Alex, mais malheureusement pas aujourd'hui. C'est passé à quelques secondes, Rémi. T'as hésité sur une réponse, je ne me rappelle pas laquelle, mais ça allait bien. Puis c'est quoi? Ah, c'était le. Ben, Alex aussi, je pense que t'as hésité, là. C'était le La gourde veste. ou la veste. Gourde ou veste, ouais. Parce qu'on est juste tellement pas habitué de courir avec, là, vu qu'on est plus des gars de cours, là, genre. Fait que- En format court, vous avez ni un ni l'autre. C'est la belt, en fait. Si t'aurais eu Des la fois, belt comme choix, j'aurais pris la belt. Maudit, c'est de ma faute, dans le fond, cette affaire-là. Là. Fait que je comprends que sur vous autres, dans vos formats courts, c'est la belt avec une petite flasque là-dedans. En fait, rien, mais moi, quand je cours, c'est que je fais la belt, là. Je pars jamais au long. Ouais, Mais non, dans les formats courts, on n'a rien. C'est pas rien assez du long. tout. Impressionnant. T'as fait tout ça. Fait que, il n'y a pas de nutrition non plus pendant, jamais. Au Ben, up sur and down, mettons, up and down à Sunapee, c'était une course d'1 heure. Moi, j'ai pris un gel à moitié, OK. mais ce serait pas nécessaire, là. Tu sais, c'était juste, je me suis dit, ah, me le prendre au cas où que ça me tente. Puis à moitié de la course, tu avais une montée où c'est que tu avais vraiment le temps de pouvoir sortir le gel de ta poche puis le prendre. Fait que j'ai décidé de le prendre. Mais je pense que quand c'est moins d'1 heure, là, c'est pas très nécessaire, là, nécessairement. Ouais. Même chose, c'est sûr. À Sonapim aussi, j'ai pris un gel dans la deuxième montée. Mais sur un vertical, t'as pas le temps. Ben non, C'est c'est pas ça. assez long non plus. Ouais. C'est clair. C'est de la perte de temps et d'énergie. Ouais. Ben, les gars, merci beaucoup, Rémi, Alexandre. C'est un grand plaisir de plonger avec vous dans le monde du format court ou du format vertical. De la course en montagne, je pense que c'est le meilleur terme. Arrêtons de dire format court. En Europe, ils parlent de course en montagne versus course en sentier. C'est vraiment ça que vous faites. Puis je pense que vous avez un bel été qui s'en vient devant vous. Ça a commencé fort à Sunapi, mais je vous souhaite de vous amuser. Je pense que vous avez des gros objectifs pour l'Autriche et tout, mais j'espère que vous allez pouvoir triper avec la délégation canadienne là-bas. Puis allez suivre Rémi, Alexandre. Je pense que vous allez nous faire rêver avec les paysages que vous allez, dans lesquels vous allez courir cette année. Merci beaucoup de votre temps, les gars. Merci, Merci Yannick. à toi. Écoutez, comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie mon ami Fred Desroches pour le thème musical. Merci à la belle gang de NAC, qui est le partenaire officiel du podcast. Je remercie aussi Noctem, qui m'a offert une excellente Skog 4, une couvercle à pied qui était excellente. Alexandre, as-tu fini ton sortilège? Tout est fini. C'est bon. Rémi, ton infusion? C'est fini aussi. Excellent. Tout le monde a fini son verre. Ça veut dire qu'on est rendu à la fin de l'épisode. Merci, messieurs. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.